Tentons de faire le bilan de cette COP29 en Azerbaïdjan avec notre invité Antoine Bueno, conseiller au Sénat, essayiste et conférencieux. Également auteur du livre Faut-il une démocratie verte? La démocratie au secours de la planète aux éditions Flammarion. Antoine Bueno, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous pour votre invitation. D'après vous, cette COP29, c'est quoi? Un succès mitigé ou un échec? Mais votre sujet, là, qu'on vient de voir, était très à charge. Et je comprends très bien les arguments qui ont été développés, mais on pourrait faire un sujet exactement inverse avec des arguments qui tiennent la route. C'est toujours la même chose avec les COP, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Succès mitigé. Non, moi je dirais que c'est plutôt quand même un succès. Il faut quand même comprendre d'où on part et de quoi on parle. Il y avait un engagement de la part des pays riches pour financer, ça a été très bien expliqué d'ailleurs dans le sujet, la transition environnementale des pays pauvres, c'est-à-dire à la fois l'atténuation et l'adaptation. Et c'était un agenda qui était au départ prévu à partir de 2009, sur la période 2020-2025, pour que les pays riches donnent 100 milliards par an. Et d'ailleurs, on a eu du mal à atteindre ces 100 milliards. 2 ans de retard sur la date initiale. 2 ans de initiale. retard sur la date initiale. Ça, c'était l'agenda 2020-2025, 100 milliards. Là, en 2025, si on faisait rien, on arrivait à zéro. C'était la fin de l'engagement. Ça a été quand même une énorme crainte. Imaginez là qu'au moment où on se parle, il n'y ait aucun engagement qui ait été pris. On passait de 100 milliards à zéro, premièrement. Deuxièmement, on n'est pas à zéro, on n'est pas à 100 milliards, on est à 300 milliards. C'est-à-dire qu'il y a un triplement de ce qui était fait jusqu'ici. Toujours la même chose. D'où on part, verre à moitié vide, verre à moitié plein. Mais vous allez me répondre, je sais ce que vous allez me dire, oui, mais on est très loin. Est-ce que c'est ça que vous alliez me dire? Absolument. On est très loin de ce qui était attendu. Alors là, je tiens quand même à relativiser les chiffres. Les chiffres, ils ont été donnés par des économistes, dont Nicolas Stern, enfin c'est vraiment des grandes pointures économiques qui nous expliquent combien il faut pour financer la transition globalement des pays pauvres. C'est 2400 milliards par an à l'horizon 2030-2035. Sur ces 2400 milliards, il y en a la moitié qui doivent venir de l'extérieur. Le reste est financé par les pays eux-mêmes, c'est-à-dire à peu près 1200 milliards. Et les économistes dont je vous parle nous disent que sur ces 1200 milliards, il devrait y en avoir entre 2025 et 2030 entre 300 et 400 milliards venant des pays riches et 500 milliards entre 2030 et 2035 venant des pays riches. Là, on s'arrête à 300 milliards. Ça veut dire que, oui, on n'est pas exactement dans l'idéal, mais on est quand même dans la fourchette, la plus basse, mais dans la fourchette de ce qui a été déterminé. Alors, j'entends ce que vous dites. Néanmoins, les négociateurs du groupe africain qui regrettent cet engagement financier, ils le jugent trop faible et trop tardif. D'après vous, leur point de vue est-il pertinent ou exagéré? Non, leur point de vue, il est évidemment pertinent. Mais on ne peut pas dire que c'est nul. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Et d'ailleurs, c'est vous-même qui vous me le disiez avant que commence cette émission. Vous me disiez, on a l'impression que chaque COP, c'est la fin du monde qui se joue. C'est maintenant que tout doit se jouer. Et ça, c'est un problème de communication. Parce qu'en fait, et c'est encore une fois, je reprends vos paroles, qui étaient excellentes, la COP, c'est la politique des petits pas. Vous vous souvenez, c'est l'image du colibri. Eh bien, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je vous donne un seul chiffre qui est quand même extraordinaire. En 8 ans de négociations climatiques, on a baissé de plus de 1 degré l'augmentation tendancielle des températures à l'horizon 2100. Aujourd'hui, on a une augmentation des températures bien trop élevée à 3,1 degrés. Mais en 2015, quand on a conclu l'accord de Paris, l'horizon en 2100, c'était près de 4,2 degrés d'augmentation moyenne. Donc ça fonctionne. Dans votre livre, Faut-il une dictature verte, la démocratie au secours de la planète, page 70, vous parlez d'un verrou international. En quoi est-il un obstacle dans la lutte contre le changement climatique? Mais c'est un obstacle majeur. C'est-à-dire qu'en réalité, dans cette transition, il y a des verrous partout. Vous pointez, vous, le verrou international. Mais on pourrait revenir au micro. Il y a un verrou individuel. Pour devenir très vertueux d'un point de vue environnemental, déjà, il faut en avoir de la vertu. Il faut avoir du temps. Il faut avoir de l'argent. Souvent, c'est plus cher, par exemple, de manger bio ou de changer son véhicule ou sa chaudière, etc. À l'échelle des États, c'est exactement la même chose. Vous avez des injonctions contradictoires entre l'impératif, je dirais, économique. Par exemple, pour les pays du Sud, c'est évidemment le développement, et de l'autre côté, le verdissement de l'ensemble de l'appareil économique. Donc, comment vous réglez ça? Les tensions internationales sont au maximum. Comment entraîner tout le monde? Il y a une seule réponse à ça. Comment entraîner tout le monde? C'est simple, c'est le pognon.
c'est le fric, c'est l'argent. Et c'est ce qu'on voit là. Les voies de l'argent, elles sont multiples. Je dirais qu'il y en a au moins 3 des voies de l'argent. La première, c'est la redistribution, parce qu'il y a un certain nombre de pays, qui sont les pays riches aujourd'hui, qui ont été désignés tels en 1992 dans la Convention cadre des Nations Unies contre le changement climatique. Et l'un des discours importants des pays riches, c'était de dire, mais attendez, depuis 1992, il y a pas mal de pays qui se sont enrichis et qui devraient aussi être considérés comme contributeurs. Et ça, on n'a pas avancé sur ce point-là. Et donc, il faut qu'il y ait une redistribution. Donc ça, c'est l'argent, c'est indispensable. Les pays africains, vous le disiez, vont pas être contents parce que c'est pas autant que ce qu'ils attendaient. Ils ont raison, mais au moins, il y a cette redistribution. Il y a d'autres leviers qui permettent aussi de faire avancer les choses. Le libre-échange, vous savez, on a un grand débat sur le Mercosur. Le libre-échange, aujourd'hui, c'est une force écocide qui nivelle toutes les politiques environnementales par le bas parce qu'il n'y a pas de contrepartie environnementale. Si vous imposez dans le libre-échange de l'ouverture des marchés, à condition qu'en face, les partenaires aient les mêmes contraintes environnementales, vous faites du libre-échange une force transformatrice dans le sens de la planète, dans le sens de l'écologie. Et puis il y a la rentabilité tout simplement. Si vous misez sur l'éolien ou le solaire, au bout d'un moment, l'éolien et le solaire deviennent rentables. Preuve en est, les compagnies pétrolières font de plus en plus de solaire. Et pourquoi elles le font? Pour gagner de l'argent. Antoine Bueno, merci d'avoir répondu à nos questions. On pourra en parler encore pendant des heures. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Faut-il une démocratie verte? La démocratie au secours. Dictature verte. La démocratie au secours de la planète, un livre